Depuis tout petit, on nous fait croire que punir, c'est éduquer, qu'enfermer, c'est protéger, qu'un coup bien placé ou alors quelques années en cellule vont remettre quelqu'un vers le droit chemin. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que faire mal répare? Est-ce que la souffrance permet d'apprendre et d'avancer? Spoiler, non. Tu es contre ou pour la fessée, toi? Contre. On entend souvent dire qu'une bonne fessée, ça n'a jamais tué personne. Certains y voient un geste éducatif, une manière de marquer les limites. François Bayrou, en 2017, avait giflé un enfant turbulent dans une école en disant plus tard à la presse « Une claque, de temps en temps, ça fait pas de mal ». Et il n'était pas le seul à le penser. Dans de nombreux foyers, la fessée est vue comme un rite de passage. Elle symbolise l'autorité parentale, le bon sens d'antan. L'éducation ferme, mais juste. On la différencie des vraies violences, comme si elle appartenait à une catégorie à part, plus acceptable. Moi aussi, je l'ai entendu ce discours. Moi, j'en ai reçu et j'en suis pas mort. Mais est-ce que ne pas mourir, c'est suffisant à une bonne éducation? Et si on regardait ce que la science dit aujourd'hui de ces fameuses fessées? L'American Psychological Association est formelle. La fessée, même modérée, est associée à une augmentation de l'agressivité, de l'anxiété, de la dépression chez l'enfant. Elle affecte négativement le développement cognitif et la qualité de la relation parent-enfant. Tiens. Après, tu te demandes pourquoi ton gamin, il te parle plus depuis 20 ans. Une méta-analyse menée en 2016 par les psychologues Elisabeth Gersoff et Andrew Grohan-Kaylor, pardon si je prononce mal, a comptabilisé 75 études sur le sujet. Résultat, les enfants qui reçoivent des fessées sont plus susceptibles de manifester des comportements problématiques, de souffrir de troubles mentaux et d'avoir une moins bonne estime d'eux-mêmes. Et il précise bien, aucune étude crédible ne montre que la fessée ait un effet positif durable. Depuis tout à l'heure, en fait, je suis là, sur le côté. La vraie. Donc non, une fessée ne calme pas un enfant, elle le soumet temporairement par la peur, elle ne fait pas grandir, elle brise, elle ne renforce pas l'autorité, elle la confond avec la violence. Pour Michel Foucault, dans Surveiller ou punir, le châtiment corporel n'a rien d'anodin. C'est une technique de dressage, pas d'enseignement. Il disait, le corps est investi, marqué, contraint, c'est le lieu du pouvoir. Et si frapper un enfant n'était pas un acte éducatif, mais un acte de pouvoir, une manière de rétablir une hiérarchie, de rassurer l'adulte, plus que d'aider l'enfant. L'éducateur américain Thomas Gordon, pionnier de l'éducation non violente, disait « La discipline punitive enseigne aux enfants que la force est un moyen acceptable d'obtenir ce que l'on veut. » Ce qu'on croit être une méthode d'éducation normale et acceptable, c'est plus une répétition de ce qu'on a nous-mêmes subi. Et tant qu'on considère la douleur comme technique de pédagogie, on va alimenter la culture de la violence et tuer la culture du dialogue, qui est déjà pas très grande dans le pays. On le sait aujourd'hui, punir n'apprend pas. Et pourtant, cette logique punitive, on le retrouve aujourd'hui dans des environnements bien plus vastes, dans des environnements institutionnels. Je parle ici de la prison. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Politiscales, vous savez que je suis plutôt pour une justice punitive. Mais pourtant, et si on se trompait depuis le début? Il faut des peines plus sévères, il faut enfermer plus, il faut que la peur de la prison dissuade. Ce discours, tu as sûrement entendu 1000 fois, il revient à chaque campagne présidentielle, il revient à chaque fait divers et il est principalement porté par les voix de droite, mais aussi d'extrême droite. En 2021, Éric Ciotti proposait de créer des centres de détention spécifiques pour les mineurs multirécidivistes, affirmant que la peur du gendarme n'existe plus. Il défend une justice rapide et ferme jusqu'à réclamer des peines planchées automatiquement, mais seulement pour certaines personnes évidemment. Jordan Bardella, quant à lui, prône une tolérance zéro et contre les aménagements de peine parce que selon lui, trop souvent la prison n'est plus une sanction mais un passage vide. Même Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, déclare en 2023 il faut construire plus de places de prison. L'État investit en 2027 jusqu'à 15 000 nouvelles cellules de prison sans vraiment remettre en question l'efficacité de ces dernières. En gros, plus de prison, plus longtemps, plus souvent, mais ça, c'est l'illusion. L'idée que punir plus fort, c'est punir mieux, sauf que si on regarde les faits, la prison ne protège pas, elle produit de l'exclusion. En France, les prisons sont surpeuplées. Plus de 75 000 détenus pour environ 61 000 places en 2024. Dans certains établissements, le taux d'occupation dépasse les 200%, surtout en maison d'arrêt, où les prévenus, non encore jugés, côtoient des condamnés. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonet, alerte régulièrement sur des conditions indignes. Manque d'hygiène, violence, absence d'intimité, cellules à 3 avec un matelas au sol. On enferme des gens dans des conditions qui les déshumanisent. En 2023, plus de 70 suicides ont été recensés en détention. Les détenus sont 7 fois plus exposés au suicide que le reste de la population. Et pourtant, on parle de réinsertion. Comment on peut espérer qu'un humain se reconstruise dans un endroit qui le casse? Comment on peut parler de justice quand la peine ressemble à une lente disparition? Pour Loïc Vacan, sociologue, la prison c'est plus devenu un outil de gestion des pauvres, pas de criminels. Dans Punir les pauvres, qui date de 2004, il écrivait « La prison ne vise plus la réinsertion, mais la régulation sociale d'une population considérée comme surnuméraire. » Autrement dit, on enferme les pauvres, les marginalisés, les précaires, pas ceux
qui ont les moyens de s'en sortir par le haut. La psychologue Marie Choquet, spécialiste des trajectoires des jeunes incarcérés, rappelle que la majorité des détenus ont connu des ruptures sociales précoces, famille éclatée, échecs scolaires, placement, psychiatrie, pauvreté extrême. Et elle pose cette question simple: est-ce qu'enfermer quelqu'un dans 9 mètres carrés, 22 heures sur 24, aide vraiment à comprendre ce qu'il a fait? Quand on l'enferme, on évacue, on éloigne. On croit régler un problème en l'invisibilisant. Mais c'est pas de la justice, c'est de la mise à l'écart. Aujourd'hui, certains partis politiques essayent de mettre une cible sur le dos de certains. Sauf qu'aujourd'hui, qui représente la criminalité dans le monde et en France? Quand un fait divers surgit, certains politiques s'empressent de pointer du doigt l'origine ou la culture supposée de l'agresseur, comme si la violence était génétique, comme si être pauvre ou racisé voulait dire être dangereux. Mais les chiffres, eux, racontent une autre histoire. Stéphane Ravier, ex-RN, aujourd'hui chez Reconquête, tweetait en 2021: Théo, 18 ans, assassiné hier par un Sénégalais à Claessoui. L'immigration tue la jeunesse de France. L'origine avant la situation. Bizarrement, on a pu le voir avec l'affaire Mélanie récemment. Si la personne n'est pas racisée, ils se taisent rapidement sur le conflit. Une grande hypocrisie. Sauf qu'ils ont trouvé une nouvelle mécanique, c'est de dire que la personne qui a commis un crime était en fait sous l'influence de ce qu'il voit à la télé et des étrangers. Ouh là là, ils commettent des crimes sur Internet, alors ça pousse à tuer des gens. Ouais, c'est totalement con. En France, 80% des détenus sont issus de milieux précaires. Et c'est pas un hasard. Le sociologue Laurent Muchénier, spécialiste de politique sécuritaire, l'écrit clairement: la prison est peuplée quasi exclusivement de pauvres. C'est dans les quartiers les plus sensibles qu'on retrouve une majorité des jeunes condamnés. Et c'est pas à cause de leur couleur de peau, c'est pas à cause de l'éducation de leurs parents, c'est parce qu'ils sont dans des endroits où il y a peu de travail, où il y a peu de possibilités de s'en sortir, ils se sentent enfermés. Au final, on enferme des gens dans une situation et on leur demande de se démerder. Ce sont des zones avec des écoles en crise, de l'emploi rare, des espaces publics saturés de contrôle de police. C'est la précarité qui crée les conditions de la délinquance. C'est la violence économique qui pousse à l'économie parallèle. C'est l'exclusion scolaire, le chômage, les discriminations systémiques. Selon une étude de l'Observatoire des inégalités, qui date de 2023, les enfants ouvriers ont 7 fois plus de risques d'être incarcérés que ceux de cadres supérieurs. L'origine ethnique n'est qu'un prétexte commode, une ruse rhétorique pour éviter de parler des vraies causes, l'injustice sociale. Alors pourquoi il y a plus de crimes dans les banlieues que dans nos belles campagnes alors qu'elles sont tout autant touchées par cette précarité? Parce que la délinquance, elle n'est pas créée uniquement à cause de la précarité. Il y a plein d'autres facteurs. Il y a l'exclusion, la densité urbaine, le manque de services publics, la surveillance policière permanente, la discrimination à l'embauche, la stigmatisation médiatique. Tout ça fait un climat de tension. Il y a une perte de confiance en l'État. Et du coup, c'est une spirale, un serpent qui se mord la queue. Putain, j'ai 80 ans. En campagne, la pauvreté existe, mais elle est souvent plus invisible, plus dispersée. Les jeunes y ont parfois plus de liens communautaires, moins de contrôle, et surtout, moins d'interactions conflictuelles avec la police. En banlieue, une simple sortie peut devenir une confrontation, une erreur, un casier. En fait, ce qu'on aime parfois ensauvagement, c'est un bordel d'abandon. C'est un abandon politique, éducatif et social. Et c'est vrai que c'est plus facile d'accuser les jeunes de banlieue. C'est vachement plus dur de se demander pourquoi l'État les a laissés tomber déjà. Si on arrêtait de regarder la couleur de peau des gens et qu'on regardait la politique publique qui pousse à l'exclusion. Tant qu'on confondra délinquance et origine, on combattra les mauvaises causes. Et on oubliera l'essentiel, la misère est le plus grand facteur de violence. Et c'est elle qu'il faut combattre, pas ceux qui la subissent. On a grandi dans un monde où l'on confond autorité et brutalité, où éduquer voulait dire dominer, où la justice servait à punir, pas à comprendre. Mais ce modèle, on le voit aujourd'hui, il craque de partout. Il fabrique du mal-être, de la récidive, du ressentiment. Il punit des symptômes sans jamais s'attaquer aux causes. Ensemble, on a pu voir que frapper, c'est pas éduquer, c'est briser. On a aussi pu voir que mettre en prison, c'est pas faire comprendre, c'est invisibiliser le problème. On a pu voir que pointer l'origine d'un criminel, c'est pas du tout régler le problème. C'est justement créer un bouc émissaire pour éviter de parler de pauvreté, de racisme et d'abandon. Le vrai courage politique, c'est pas de construire des prisons, c'est de construire des solutions. Et elles existent. Il y a des pays qui ont fait ce choix. La Norvège, le Danemark, les Pays-Bas. Là-bas, on parle aux détenus, on les forme, on leur redonne un horizon. Et les résultats sont là. Moins de récidives, plus de sécurité réelle. Et à l'école aussi, on peut faire des changements. L'éducation non violente, c'est pas un caprice de bobo ni une demande de fragile. C'est un levier puissant pour construire une société moins violente. Former des enseignants à la gestion des conflits sans humiliation. Remplacer les exécutions par la médiation et redonner le droit aux enfants de s'exprimer sans peur. On pourrait imaginer des peines réparatrices où la personne qui a commis une faute est amenée à reconstruire ce qu'elle a détruit, à parler avec ses victimes, à comprendre l'impact de ses actes, à retrouver une place dans la société au lieu d'en être bannie. Il faut repenser la police aussi. Elle est omniprésente dans certains quartiers et totalement absente dans d'autres. Plutôt que des brigades d'intervention, on pourrait avoir par exemple des brigades de médiation, de prévention, de lien social.
Pourquoi pas des policiers formés à la psychologie, à la médiation? En fait, des policiers qui font pas que de la répression. Si on arrêtait de dire il faut punir plus fort et commençait à se dire il faut comprendre plus profondément. Parce que ce qui soigne, c'est pas la peur, c'est la reconnaissance, la parole, l'accompagnement. Parce qu'un enfant écouté sera un adulte qui écoute. Parce qu'un délinquant soutenu a plus de chances de devenir un citoyen que celui qu'on aura enfermé 22 heures sur 24. Ce monde punitif, brutal, binaire, on n'est pas obligé d'y rester. On peut en sortir, on peut imaginer un autre avenir. Mais il faudra du courage, et pas celui de frapper fort, celui d'écouter, de réformer, de réparer, d'être juste, vraiment. Si on arrêtait de se dire c'est comme ça a toujours été comme ça changera pas. Et qu'on pourrait se dire comment on pourrait faire pour que ce soit mieux.